Je vais me présenter en attendant l'arrivée de tous. Je suis Sonia Nechadi, chargée de documentation et d'information au service formation documentation de Forum Réfugiés. Forum Réfugiés est une association qui œuvre pour la défense du droit d'asile, l'accueil des réfugiés et la promotion de l'état de droit. Le centre de documentation organise 4 conférences par an sur ce même format, en ligne, gratuit, ouvert à tous, sur les thématiques de l'asile, les migrations, les publics en exil, et en particulier sur les pays d'origine. Vous pouvez retrouver un certain nombre de conférences d'ailleurs sur la page YouTube de Forum Réfugiés, dont celle de l'année dernière, fin 2024. On en a fait une sur le Bangladesh et sur le Nigeria, et elles ont été enregistrées. Celle d'aujourd'hui sera aussi enregistrée, elle sera visionnable dans quelques temps sur la page YouTube de Forum Réfugiés. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour entamer ce nouveau cycle de conférences 2025 sur le sujet des Roms. Les Roms, les différents parcours migratoires et leur situation en France. Les Roms sont installés en Europe et en France parfois depuis des générations, et pourtant ils restent méconnus et facilement caricaturés. C'est Olivier Péroux, sociologue, chercheur, formateur sur les questions de migration et de traite des êtres humains, directeur aussi de l'association Trajectoire dont il vous parlera, qui va nous partager son expertise sur le sujet. Il est aussi auteur de plusieurs livres, notamment sur les Roms, dont un qui s'appelle Les mondes Roms, qui a été publié en 2022 chez Gallimard Jeunesse, que je vous montre, mais que vous trouverez dans toutes les librairies, qui est très bien fait. Voilà, donc nous laisserons la parole à Olivier pendant 1 heure. Et ensuite, c'est Sébastien Char, qui est responsable de la mission Asile à Forum Réfugiés, qui prendra la parole et qui apportera un éclairage sur l'instruction des demandes d'asile des Roms et des DOM en France et en Europe. Ensuite, nous passerons au temps d'échange avec vous, donc un temps de questions-réponses. Pour cela, pour poser vos questions, vous pourrez utiliser l'onglet QR, questions-réponses, que vous trouverez donc dans le menu dans Zoom. Et puis, on vous mettra dans le chat 2 documents. Le premier, c'est donc le programme de formation de notre service formation documentation. Et le deuxième, c'est une liste de ressources sur la thématique de la conférence d'aujourd'hui qui est les Roms. Vous pourrez bien évidemment conserver ces documents et les partager. Voilà, je vais donc laisser la parole à Olivier Péroux et je vous retrouve tout à l'heure. Merci. Bonjour, voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content qu'on puisse aborder ce sujet parce que c'est un sujet finalement où il reste beaucoup de stéréotypes, d'incompréhension, j'ai envie de dire même de mystères. Et en même temps, souvent, c'est un sujet qui passe un peu sous les radars parce que ça fait un moment depuis, on va dire, depuis la chute du mur de Berlin que on a des Roms qui viennent de différents pays d'Europe de l'Est, voire même de plus loin. Et finalement, les éléments de connaissance ne sont pas évidents à trouver parce on trouve sur Internet à peu près tout et son contraire. Et l'une des principales difficultés, c'est d'accepter qu'en fait, on n'est pas sur une minorité qui serait uniforme ou une sorte d'ethnie, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier, mais on est bien sur des groupes qui vont avoir des fonctionnements différents et on va essayer de comprendre pourquoi ces différents groupes euh, ont des fonctionnements différents, des histoires différentes, et donc de rentrer davantage dans cette complexité. Alors pour ça, je vais vous partager donc une petite présentation. Donc normalement, si on me confirme que tout va bien, je vais pouvoir la mettre en diaporama. Voilà, super, très bien. Donc alors, la présentation va être, on va dire, relativement chronologique afin de ne pas perdre tout le monde. Je vais m'intéresser aux origines
Et dans ces origines, eh bien, du coup, ça va me permettre d'introduire les différences entre des Roms que vous pouvez rencontrer en France, qui viennent de Roumanie, de Bulgarie, du Kosovo, de Macédoine et autres, et même les Dômes qui viennent de Syrie notamment. Ensuite, on va essayer de comprendre les parcours migratoires de ceux qui viennent jusqu'ici. Bien sûr, dans la majorité des cas, si vous voulez, les personnes restent dans leur pays. Donc, contrairement à cette image de nomadisme qui les poursuit, voilà, même en Roumanie, si vous voulez, on a moins de 10% des Roms qui migrent. Donc, c'est pas leur destin de migrer dans toute l'Europe. Euh, enfin, on s'intéressera un petit peu aux politiques publiques qui vont concerner deux volets, donc les politiques publiques un peu de prise en charge, notamment autour de la question des bidonvilles, et puis du coup tout ce qui va toucher à ce qui est lié à l'asile. Et là, pour le coup, ça sera vraiment, enfin, du coup, je passerai la main là-dessus, mais bien sûr, on pourra avec Sébastien enfin, apporter des compléments de réponse sur cet aspect-là. Euh, alors, pour s'intéresser aux origines, alors je me suis permis de reprendre une petite illustration hein, justement du livre qui a été mentionné par Sonia. Bon, c'est plus joli qu'une carte, faite, enfin trop géographique, on va dire. Et donc voilà, c'est des illustrations qui ont été faites par Marie Migaud, donc dans le cadre de ce livre-là. Alors, souvent, quand on veut parler de populations considérées comme un peu exotiques, bizarres et autres, on a tendance à rechercher des origines et coup de chance, on tombe sur des origines extra-européennes et donc on va expliquer énormément de choses du fait de ces origines lointaines. Alors, il faut savoir que scientifiquement, la question des origines, elle est plutôt piégeante parce que, en fait, beaucoup des comportements ne peuvent pas être induits par des origines qui dateraient du 4e, 5e siècle. Et si on fait juste l'histoire des populations qui sont venues en Europe, en fait, à peu près toutes ne venaient pas d'Europe. Ils venaient, voilà, des plaines d'Asie centrale ou autres. Et donc, c'est vrai qu'il y a, on peut, c'est pas tant les origines qui vont donner des explications. Pour être très basique, si votre arrière-arrière-arrière-grand-père, voilà, il y a 1500 ans, vient, je sais pas quoi, de la Mongolie profonde, on aura du mal à expliquer quand même vos comportements actuels par rapport à cette origine. Et c'est vrai que si en France on dit, bah oui, comme les Gaulois faisaient ça, eh bien, du coup, nous, on a tel comportement, ça serait une explication qui serait quand même assez délirante. Et c'est vrai que, alors, malheureusement, sur les Roms, on n'a pas trop de difficultés à faire ce type d'explication qui, je vous dis, scientifiquement, n'ont aucune valeur. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment ça se fait qu'on va retrouver des groupes roms qui se considèrent comme différents, mais qu'on va trouver dans différentes régions du monde. Et là, c'est là où du coup cette carte, alors l'expliquer simplement, on a en fait d'Inde du Nord, donc une région qui correspond actuellement au Pakistan et au Rajasthan en Inde. On a des personnes qui partent, encore une fois, ça c'est assez habituel dans l'immigration en Europe, euh, et qui commence à partir du 4e siècle. Et cette migration, elle va aller du 4e au 10e siècle, avec des départs différés. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes groupes qui partent au 8e siècle, par exemple, que ceux qui partent au 4e siècle. Euh, cette migration, alors vous voyez, il y a des traits de couleur et des flèches de couleur. Ça, c'est les époques. Donc, on a des personnes qui vont s'installer, par exemple, alors ce qu'on appelle la Perse, maintenant, c'est plutôt le Moyen-Orient. Ils vont s'installer au Moyen-Orient et rester au Moyen-Orient. Et puis d'autres vont aller un petit peu plus loin, vont s'installer dans les Balkans et notamment dans ce qu'on appelle la péninsule balkanique qui correspond plutôt à Macédoine du Nord, Kosovo actuellement. Et puis bien sûr, on a des parcours qui vont être ensuite, enfin, qui vont être vers l'Europe. Et là, il y en a qui passent, qui remontent vers la Russie, d'autres qui descendent en Espagne, en Afrique du Nord, même jusqu'au Soudan, etc., etc.
Et puis après, il y aura encore d'autres vagues de migration au 19e siècle, mais là, pour le moment, on s'intéresse un peu à l'ethnogénèse de ces populations. Donc, on a des personnes qui sont autochtones, si vous voulez, qui n'ont pas bougé, par exemple de Perse, si on prend le cas des Dômes de Syrie, ils n'ont pas bougé depuis le 9e, 10e siècle. Et donc, ils sont, voilà, et puis on a, pareil, dans les Balkans, on va avoir des gens qui sont là depuis le 12e, 13e siècle et qui n'ont pas bougé du Kosovo. Après, on peut avoir des migrations locales, par exemple des gens qui sont installés dans la Roumanie actuelle à cette époque et qui, pour fuir, on verra, l'esclavagisme, s'installent au Kosovo. Donc, on a des migrations de ce type-là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour les Roms qui s'installent dans les Balkans et en Europe, finalement, on est sur une période qui court du 12e au 15e siècle sur des arrivées. Et après le 15e siècle, on n'a plus d'arrivées. Donc, on peut avoir des circulations, mais on n'a plus d'arrivées. Donc, et en fait, chaque groupe va s'installer dans une région, un pays, un empire. On va le voir de façon très concrète. Et ensuite, ces groupes vont être marqués par l'histoire de cette région, de cet empire, les langues qu'ils côtoient. Ce qui explique qu'on a des différences très importantes entre des personnes qui se disent manouches, gitanes d'Espagne, gypsies au Royaume-Uni, Roms de Roumanie, c'est à peu près les mêmes différences qu'on peut avoir entre des Européens qui certes sont tous européens, mais voilà, des personnes qui sont grecques vont se considérer différents de personnes françaises qui se disent différentes de personnes allemandes, etc., etc. Donc, si vous voulez, ces populations sont marquées par l'histoire de leur région, l'histoire de leur pays, et qui est aussi leur histoire, ce qui explique donc ces différences. C'est sans doute le plus complexe à comprendre, mais alors après, si on regarde qu'est-ce que ça donne actuellement, pour pas être trop long sur la partie historique, c'est qu'on va trouver finalement des populations roms à peu près partout. Alors, euh, Moyen-Orient, maintenant on a compris pourquoi. Europe, on comprend pourquoi. Russie aussi. Ensuite, ce que j'expliquais, c'est qu'au 19e siècle, entre le 19e et on va dire jusqu'au 20e, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, euh, on a à nouveau une vague de migration, ouais, tout simplement, comme tous les Européens, hein, à la moitié du 19e siècle, on a des populations qui partent vers les États-Unis, vers l'Amérique du Sud, et donc une partie des Roms n'échappe pas à la règle, c'est-à-dire qu'eux aussi vont partir. C'est pour ça on va trouver des Roms aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Argentine, au Brésil, etc. Et puis plus tard, on va avoir bah, dans ce courant de mondialisation et de migration, on va avoir aussi donc certains groupes roms qui vont y aller. Et donc on peut même retrouver, si vous voulez, des roms en Australie. Alors c'est relativement récent, mais en fait, ils n'échappent pas, si vous voulez, à tous les grands circuits de migration. Et donc c'est pour ça qu'on peut les retrouver au même titre que des populations d'Europe de l'Est qui sont allées en Australie, ben, on va retrouver des Roms d'Europe de l'Est en Australie aussi. Donc, voilà, on n'a pas forcément une spécificité par rapport à cette migration dans les zones où elle va aller. Et on a des implantations historiques euh, avec, encore une fois, des personnes qui s'imprègnent d'une histoire locale et qui n'ont pas forcément une vision qui serait mondiale. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'impression de faire partie d'une grande famille qui serait partout. En fait, on est vraiment sur une identité beaucoup plus locale, minoritaire au sens où justement ils cherchent à garder un fonctionnement particulier au sein d'un territoire qui est souvent un territoire assez limité. Donc, si je prends l'exemple de la France pour être très concret, ben, on peut avoir des gens qui se disent manouches, qui habitent par exemple à Rennes depuis des générations, et ils auront l'impression d'être différents de personnes qui se disent manouches, qui viennent d'Alsace ou du Massif central. Donc, si vous voulez, nous, on a tendance, et c'est un peu le problème de cette appellation Rome, à avoir une sorte de grande minorité transnationale, alors que les intéressés, et c'est ça qui est important de retenir, se vivent comme
des groupes, souvent des groupes familiaux, avec une origine commune qui est liée à, vous voyez, une ville d'implantation, souvent historique. Donc voilà, des manouches de Bretagne se considèrent comme différents des manouches d'Alsace, du Massif central, et encore plus différents des gitans catalans qu'on va trouver voilà, au sud de la France ou ailleurs. Donc tous ces groupes voilà, ne partagent pas forcément un sentiment d'appartenance commun, même si l'histoire et les origines et certains éléments linguistiques montrent que oui, il y a eu effectivement donc des aspects et une migration d'une même région. C'est toute la difficulté et ça c'est propre à beaucoup de minorités. On va dire qu'ils sont que les Roms font exception là-dessus. Alors pour entrer maintenant vraiment dans le concret et toujours pour essayer de mieux voir comment ces groupes se sont construits et pourquoi ils ont une identité mais des fonctionnements propres, eh bien, ils sont marqués par l'histoire locale. Et donc, si on prend les Roms de Roumanie, alors la Roumanie, comme beaucoup des pays d'Europe de l'Est, hein, en fait, ces États modernes, ils se construisent que à la fin de la Première Guerre mondiale, au moment où les empires austro-hongrois, ottomans euh, et de Russie, même si c'était un peu plus tôt, en gros, voilà, disparaissent. Donc, on avait deux régions qui sont la Valachie et la Moldavie, si vous voulez, qui sont des régions, une du sud et l'autre de l'est. Et dans ces deux régions, la particularité en Roumanie, c'est que jusqu'au milieu du 19e siècle, donc jusqu'en 1848, en fait, le statut de la plupart des Roms de Roumanie était un statut d'esclave. Alors, quand on dit esclave, c'est un peu différent de la traite négrière, c'est-à-dire qu'on était dans un système féodal, et dans ce système féodal, donc qui repose sur des grands propriétaires, qui sont alors l'équivalent pour nous des seigneurs, ce qu'on appelle les boyards. On avait aussi les monastères, donc les églises. Et on avait voïvodes, donc on va les appeler des princes, si vous voulez, qui donc étaient à la tête de ces deux régions et qui payaient un tribut à l'Empire ottoman. Donc ils n'étaient pas administrés directement par les Ottomans, ils payaient en fait un impôt. Et donc du coup on était sur un système féodal avec énormément de paysans. Enfin grosso modo on avait plus de 80% de la population qui était donc à la campagne en milieu rural. Et dans ce système, euh, les Roms, en fait, étaient donc la propriété de monastères, voilà, de seigneurs ou de princes. Et donc, ils vont développer des métiers qui sont les métiers qu'on leur demandait, bien sûr, propres à cette économie-là. Et ces métiers vont avoir une importance encore maintenant parce que au sein de ces Roms de Roumanie, eh bien, en fait, ils font des distinctions entre eux. Donc, des personnes qui se disent Karamidar, Rom Karamidar, et en fait, c'est des personnes qui fabriquaient des briques en argile. Des Roms, des Lingurar, par exemple, ils fabriquaient des instruments, enfin des instruments, des ustensiles de cuisine, etc., etc. Et souvent, on remarque que entre ces différents groupes, ce qu'on appelle des vicas, eh bien, il y a une endogamie, c'est-à-dire que ces groupes ne souhaitent pas se mélanger au moment des unions, au moment des mariages. Ce qui fait que on passe, si vous voulez, c'est-à-dire que même pour les Roms de Roumanie, dire je suis Rome de Roumanie, ça ne veut rien dire. Eux, ils appartiennent à un groupe qui vient de ces métiers traditionnels. Donc, si on tente d'illustrer un petit peu les choses, donc à l'époque, on avait donc ce qu'on appelle les vatrash. Vatrash, ça veut dire foyer au sens du feu. Mais ça veut dire comme en français, foyer au sens de voilà, l'unité familiale. Et donc là, on avait des domestiques, donc qui étaient une catégorie, qui était souvent la catégorie d'une certaine façon la moins indépendante, parce que complètement attachée à la maison, au monastère et autres. Ensuite, on avait des artisans, Calderar, qui travaillaient le métal, Lingurar, Fierar, etc., avec des statuts, une forme de hiérarchie sociale au sein de ces artisans.
ce qu'on appelle, alors je ne l'ai pas mis ici, mais les Podkovar, ceux qui fabriquaient pour les chevaux, ceux qui étaient l'équivalent de maréchal ferrant. Bien sûr, ils avaient un avantage stratégique parce que c'était très, très important. Et donc, eux avaient plus d'autonomie que, si vous voulez, d'autres personnes qui, par exemple, ceux qui fabriquaient des ustensiles de cuisine. Euh, Après, ce qui est assez intéressant, c'est que là, alors certes, on était dans ce système euh, où les Roms étaient des esclaves, c'est-à-dire qu'ils étaient propriété de quelqu'un, ils pouvaient être vendus, etc. Mais ça, c'est quelque chose, ce qu'on va retrouver qui est commun aux Roms de l'ensemble d'Europe de l'Est et donc des Balkans et même du Moyen-Orient, c'est qu'en fait, on est sur des groupes qui ne fabriquent pas leur propre nourriture, donc ils vont pas cultiver la terre, faire pousser des légumes et autres. Par contre, ils vont à chaque fois fournir, et donc ça je vous dis, ça c'est vraiment un invariant, donc ils vont fournir des ustensiles, euh, des services pour, si vous voulez, les populations autochtones. Et c'est en fait, ils vont se construire à chaque fois là-dessus. Donc ça c'est vraiment un point qu'on retrouve, je vous dis, dans l'ensemble des Balkans et même en France. Les manouches qui arrivent au 15e, 16e siècle, alors qu'on appelait à l'époque voilà, les romanichels, et bien en fait beaucoup fabriquaient, vous voyez, faisaient le travail de l'osier pour pouvoir vous voyez, fabriquer des paniers ou différents ustensiles. Donc à chaque fois, ils vont apporter, si vous voulez, des services, des ustensiles, des objets et des outils pour les populations autochtones. Alors, dans l'évolution des Roms de Roumanie, justement, ça permet de décrypter leur fonctionnement quand on les rencontre. Et pourquoi, justement, ils se considèrent comme différents, c'est qu'en fait, ces corporations de métiers se sont transformées en ce que nous, on pourrait qualifier de groupe ethnique. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression, comme on pourrait faire, par exemple, une comparaison avec l'Europe de l'Ouest, enfin, l'Europe de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest, où c'est que, effectivement, on va avoir les Peuls qui vont aussi faire en sorte qu'il y ait des mariages endogames. Donc, l'idéal, c'est de se marier entre Peuls. Ou voilà, si on a des Soniqués, ils vont faire la même chose. Et ben là, finalement, ces métiers, ces corporations de métiers, se transforment en groupes ethniques qui sont toujours valables maintenant. C'est pour ça qu'on en parle, hein. Donc ça explique qu'en fait, on va avoir à la fois des différences sociales importantes au sein des Roms d'un même pays, ce qui fait qu'on ne peut pas les mettre tous effectivement dans un même panier, mais en plus, on a vraiment des pratiques, des fonctionnements et une endogamie qui est au niveau du groupe, ce qu'on appelle justement la vika. Donc voilà pour les Roms de Roumanie, alors même si j'ai un peu dépassé sur les Roms des Balkans. Mais si on va un petit peu plus loin, alors sur les Roms des Balkans, là on est sur quelque chose sur une histoire différente. Alors pour préciser ce que sont que les Balkans, parce que c'est pas toujours évident de s'y retrouver, il y a plusieurs acceptions pour expliquer ce que sont les Balkans. Bon, les Balkans, il y a un mont Balkan effectivement qui est situé en Bulgarie, donc c'est pour ça qu'on a retenu ce nom. Mais il y a les Balkans historiques, et moi c'est plutôt ça dont je vais parler. En gros, ça correspond à cette partie occidentale de l'Empire ottoman. Les Balkans géographiques, c'est plus limité, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est au sud du Danube. Donc, vous voyez, ce serait la Bulgarie, l'ex-Yougoslavie, l'Albanie, euh, la Grèce et une partie de la Turquie. Mais au niveau historique, alors, quand on parle des Roms des Balkans, on parle vraiment des Roms qui ont été dans ce système, dans l'Empire ottoman. Et donc, voilà, on est ex-Yougoslavie, Albanie, Bulgarie. En gros, c'est à peu près de ces personnes qu'on parle et des Roms aussi, un petit peu de Grèce et de Turquie. Leur particularité, c'est qu'en fait, ils ont une organisation sociale qui perdure encore maintenant autour finalement d'un représentant. Alors en fait, dans l'Empire ottoman, toutes les minorités, elles se construisaient dans ce qu'on appelle un millet. Donc un millet, si vous voulez, c'était euh, une personne qui appartenait à la minorité,
et qui devait collecter l'impôt auprès de son petit groupe. Donc, ce qui fait qu'on est sur à la fois une minorité qui est aussi géographiquement très dans un espace très circonscrit. Donc c'est pas, encore une fois, c'est pas un représentant de l'unité Rome de tout l'Empire ottoman. Mais on est vraiment sur, alors ils appelaient ça des sanjaks, une espèce de, ouais, de district ou de canton, vous l'appellerez comme vous voulez. Et donc dans ces sanjaks, donc cette unité territoriale ottomane, eh bien donc il fallait collecter l'impôt et donc on allait voir les représentants. Et suivant la religion ou suivant la minorité, les impôts n'étaient pas les mêmes. Donc les chrétiens ne payaient pas les mêmes impôts que les musulmans, etc., etc. En revanche, on était sur un empire multiconfessionnel et multilinguistique. Donc chacun pouvait garder sa religion et sa langue. Il n'y avait pas nécessairement une persécution. Et donc les Roms des Balkans avaient principalement des métiers d'artisans. Donc vivaient en ville ou en périphérie des villes, dans ce qu'on appelle, et ce qu'on appelle encore maintenant en Bulgarie, par exemple, les mahalas, qui sont ces faubourgs à côté des villes. Et ils étaient organisés un petit peu comme on pourrait dire chez nous des guildes, c'est-à-dire des corporations de métiers, donc avec des représentants. Et là aussi, on a des différences sociales importantes, historiques, qu'on va retrouver encore maintenant. C'est-à-dire qu'on a des personnes au Kosovo, voilà, qui sont médecins, professeurs, etc., qui sont roms, et puis des groupes roms plus pauvres, moins bien installés, toujours au Kosovo. Donc en fait, à chaque fois, on va tomber quand même sur des groupes qui n'ont pas la même histoire et qui sont différents et qui s'auto-désignent par justement leur groupe de métier. Dans ce qu'on a dit pour les Roms de Roumanie, ceux qui travaillent le métal, ceux qui étaient s'occupaient du fer forgé, eh bien, on va retrouver exactement les mêmes distinctions qui partent d'un métier à l'origine, même si ce métier maintenant n'est plus pratiqué, euh, et qui expliquent pourquoi les personnes ne se considèrent pas comme semblables. Alors, eux, ils avaient une autonomie, ils appartenaient à personne, ils gagnaient leur propre argent, c'est ça qui les distingue. Euh, Ils avaient voilà, un représentant qui faisait un peu de tampon avec l'administration ottomane. Paradoxalement, pour certains groupes roms, euh, en fait, les Roms de Roumanie, le fait d'être du coup très mélangés et dans des petites unités, fait que on pourrait dire d'une certaine façon que il se serait ouais, alors plus occidentalisé, je ne sais pas si c'est le mot, mais en fait, on va avoir des fonctionnements familiaux qui peuvent être plus proches des fonctionnements familiaux de la société majoritaire. Alors que justement, ces Roms des Balkans et certains Roms de Roumanie qu'on appelle les Leyesh, qui en fait sont restés des Roms libres, si vous voulez, eh bien, eux ont gardé des fonctionnements propres, plus internes. Et donc, souvent, il y a plus de difficultés de compréhension de la part des intervenants sociaux avec différents groupes roms des Balkans. Alors, bien sûr, à chaque fois, il faut rentrer dans le détail. On a vu que c'était complexe, qu'avec justement des Roms de Roumanie. Donc, voilà, ouais. Donc, alors, une fois on a parlé de cette histoire, ce qui nous intéresse, c'est les parcours migratoires qu'on peut observer. Alors là, on va s'intéresser vraiment au parcours migratoire vers la France. Donc, sur les parcours migratoires, ce qui est important, vous, quand vous travaillez avec des personnes, c'est d'identifier en fait les villes ou les communes d'origine. En fait, on n'est pas sur une migration de tous les Roms de Roumanie qui iraient en France, en Espagne ou en Italie, mais à chaque fois, on est sur des migrations qui proviennent d'un endroit très précis. Et quand je dis très précis, c'est si je prends par exemple le cas de la ville de Braila, eh bien, on va avoir, c'est pas tous les Roms de Braila qui vont migrer, si je prends cet exemple-là, mais on va avoir finalement un quartier hyper précis de la ville, avec finalement un groupe, donc avec tout ce que j'ai expliqué, un groupe particulier qui va décider de migrer. Alors après, il peut y avoir les voisins qui viennent d'un autre groupe qui vont décider de faire la même chose un peu plus tard. Mais ce qui est vraiment important, c'est que c'est toujours très localisé. Pour les Roms de Roumanie,
la grande majorité du profil des migrants qui viennent en France, en fait, ce sont des personnes souvent qui viennent de zones rurales euh, pour des raisons historiques, c'est-à-dire liées finalement à la fin du communisme. Et la fin du communisme en Roumanie a donné lieu à une redistribution des terres. Et cette redistribution des terres s'est faite sur des titres de propriété, ce qui fait que les Roms qui vivaient en ville, en fait, n'ont pas vu forcément des changements très importants, alors que des Roms qui vivaient à la campagne, qui étaient ouvriers agricoles dans des fermes d'État, eh bien, du jour au lendemain, ont perdu leur travail. Il n'y avait pas véritablement de plan de reconversion, donc ils se sont retrouvés journaliers, si vous voulez, pour leurs voisins roumains avec qui ils travaillaient avant dans la même ferme d'État. Et, bah, certains d'entre eux se sont aperçus que s'ils faisaient ce travail de journalier dans l'agriculture en Espagne, en Italie, en Allemagne ou ailleurs, ils gagnaient plus. Et donc, on a eu plutôt ce type de migration-là. C'est-à-dire qu'on était plutôt sur une migration économique du fait de cette redistribution qui crée une forme de discrimination envers les Roms, puisque du coup, même ayant occupé les mêmes métiers, le fait qu'ils n'avaient pas eu de propriété précédemment, notamment en raison de leur statut d'esclave, fait que ça les a discriminés. Euh, et ce phénomène s'est accentué à partir de 2005, parce que pour préparer à l'adhésion à l'Union européenne, eh bien, la Roumanie est passée d'un modèle d'une agriculture familiale, c'est-à-dire qu'avec des petites parcelles, euh, à une agriculture, si vous voulez, extensive, pour pouvoir la mécaniser et donc mettre des moissonneuses batteuses et tout. Ça, c'était vraiment les demandes de l'UE. Et en fait, le- l'agriculture familiale avait besoin d'énormément de main-d'œuvre. À partir du moment où on mécanise l'agriculture, ces personnes se retrouvent au chômage. Et c'est vrai que parmi elles, on avait beaucoup de Roms. Et donc, cherchent à trouver une solution. Et une des solutions, ça a été de partir à l'étranger. Ce qui explique qu'on peut tomber sur des populations souvent dans des zones très enclavées, parfois avec un niveau scolaire très faible, qui sont plutôt ces profils-là et qui ne sont pas, si vous voulez, représentatifs de tous les Roms de Roumanie. Alors, si on parle de la Bulgarie, donc vous voyez un peu l'exercice, c'est qu'on essaie de bien distinguer les groupes et les pays pour pas qu'on arrive avec cette étiquette Rome. Euh, donc, si on parle de la Bulgarie, alors on est en Bulgarie, la problématique, on a une problématique qu'on pourrait qualifier d'ethnique, notamment pour la minorité des Roms de Bulgarie qui sont turcophones. Et cette minorité a été euh, beaucoup plus discriminée sous le communisme que la minorité Rome qu'on pourrait qualifier d'orthodoxe. Et cette minorité turcophone, en fait, bon, sous Zhivkov, bon, l'État bulgare s'est construit, voilà, une identité. Alors ça, c'est assez. Et cette identité s'est faite contre les Turcs. Et notamment, il y a une politique de bulgarisation forcée, c'est-à-dire que tous les gens qui avaient un nom à consonance turque, on a cherché à transformer leur nom pour les bulgariser. Et en fait, les premiers qui ont été choisis pour cette bulgarisation forcée, ça a été effectivement les Roms turcophones. Et actuellement, cette minorité, en fait, souvent est ghettoisée. Alors, on ne va pas avoir la même chose en Roumanie, c'est-à-dire que souvent les populations roms sont assez mélangées. On était plutôt sur des populations des campagnes qui viennent, alors que si je prends voilà, la Bulgarie, on a des quartiers roms qui sont totalement délimités, qu'on appelle toujours des mahalas. Donc, dès que vous passez dans ce quartier, eh bien, la présence des non-roms est très très limitée. Et ce qu'on observe depuis l'entrée de la Bulgarie dans l'Union européenne, et ça a commencé dès 2003-2004, c'est que on a vraiment une forme de ghettoisation qui s'accentue. Notamment, on le voit au niveau des écoles, parce que particulièrement pour cette minorité rom turcophone, les écoles où ils sont scolarisés deviennent de plus en plus non mixtes. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de Bulgares non roms présents dans ces écoles. Et on le ressent au niveau de la langue, c'est-à-dire que les personnes perdent la langue bulgare. Donc là, et donc une partie de la migration qu'on peut voir en France, que ce soit effectivement à Bordeaux, à Toulouse et autres, eh bien, euh,
dans cette migration, on va trouver beaucoup de Roms turcophones. C'est pas les seuls, bien sûr, qui migrent, mais là, on est vraiment sur cette minorité qui se retrouve discriminée et souvent qui, en France, va se rapprocher d'entrepreneurs turcs parce que du coup, ils partagent la langue et donc va chercher finalement à s'insérer en travaillant dans le bâtiment avec ces entrepreneurs. Donc là, vous voyez, on est encore sur un motif de migration différent. Et il faut savoir que ouais, on est vraiment sur un phénomène de ghettoisation assez préoccupant, avec du coup des personnes qui se retrouvent étrangères, qu'elles soient en France ou même en Bulgarie. C'est ça, cette dynamique qui est relativement inquiétante, parce que finalement, ils n'ont plus d'endroit où être, alors que sous le communisme, bah, forcément, l'école était obligatoire, etc. Donc, si vous voulez, il y a leur intégration euh, était plus évidente. Alors, on était sur le mode de l'assimilation, mais voilà, on assiste à un phénomène de ce type-là. Si je fais le parallèle avec l'Albanie, alors on n'a pas forcément ces distinctions-là, mais c'est le même phénomène de ghettoisation qu'on observe pour les Roms d'Albanie, qui se retrouvent effectivement, enfin, qui sont dans la ville mais qui sont de plus en plus ghettoisés. Et l'Albanie, c'est vraiment le dernier pays qui a reconnu, si vous voulez, les Roms en tant que minorité. Je crois que c'est 2017 ou 2018, enfin, j'ai plus la date exacte. Euh, C'est-à-dire que dans les autres pays, il y a un statut de minorité voilà, pour l'ensemble des minorités, dont les Roms. En Albanie aussi, mais on avait oublié les Roms, ce qui est symptomatique. Et donc, voilà, on leur a donné. Et donc, du coup, on est vraiment sur des personnes mises de côté, souvent sans titre de propriété, donc qui sont sans arrêt euh, ouais, déplacées dans les villes, notamment bah, des villes comme Tirana avec une très grande croissance et des projets immobiliers euh, importants. Et bien à chaque fois, en fait, on va expulser Manu Militari, les Roms d'Albanie. Et donc, on voit aussi que depuis la fin du communisme, il y a une marginalisation croissante qui se fait euh, voilà, dans ces deux pays, Bulgarie et Albanie notamment. Alors ensuite, je parle des Roms du Kosovo. Donc c'est vrai que dans l'Asie, il y a eu beaucoup de Roms qui venaient du Kosovo. Et là, comme pour les Roms d'ex-Yougoslavie, les motifs de migration sont davantage liés au conflit. Alors bien sûr, on avait des personnes, parce que la Yougoslavie, à la différence des autres pays d'Europe de l'Est, avant 90, si vous voulez, il était possible de circuler en Europe, ce qui n'était pas le cas de la Roumanie, de la Bulgarie, de l'Albanie, etc. Là, pour faire simple, à partir de 1963, il y a un accord qui est passé par Tito pour qu'il y ait une circulation. Et en gros, dans les années 70, la circulation peut se faire de façon très simple vers l'Europe de l'Ouest. Euh, et donc, on a des diasporas yougoslaves qui s'installent en Allemagne, en Autriche, un petit peu en France, en Italie. Et dans ces diasporas, on va trouver des Roms. Mais ce qui a précipité les choses, c'est vraiment cette guerre des Balkans. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que là, il faudrait faire une autre conférence partage et ce n'était pas le but. Euh, mais pour faire très simple, au moment du conflit, notamment au Kosovo, donc on est en 1999, eh bien, on va avoir finalement deux camps qui semblent s'opposer. D'un côté, les Serbes, et d'un autre côté, les Albanais du Kosovo. Ça, c'est le narratif qui a été présenté, et quelque part, les deux camps, Serbes et Albanais, étaient d'accord sur ce narratif. Sauf que dans la réalité, on avait certes des Serbes au Kosovo, certes des Albanais du Kosovo, mais on avait aussi beaucoup de minorités. Et parmi ces minorités, en fait, en ex-Yougoslavie, enfin en Yougoslavie, c'est là où il y avait le plus de Roms, et on l'a vu pour des raisons historiques. Certains sont arrivés au 12e, 13e siècle au Kosovo et n'ont jamais bougé. Eh bien, on avait en fait une concentration des Roms de Yougoslavie au Kosovo. Et en fait, comme on l'a vu, ils ont des noms un peu différents, suivant qu'ils appartiennent, vous voyez, donc on va avoir différents noms roms, et en fait ces noms roms ont été utilisés pour faire des minorités différentes, mais qui ne correspondaient pas à ce groupe rom.
Donc on a les Harli, les Ashkali, enfin on a plein de noms comme ça. Euh, et le résultat, c'est que la communauté internationale n'a pas anticipé sur le fait qu'on avait près de 150 000 Roms qui étaient présents au Kosovo. Et donc, elle a anticipé uniquement sur ces deux populations qui étaient donc présentes, enfin, qui étaient en conflit, donc effectivement, les Serbes du Kosovo et les Albanais du Kosovo. Et donc, n'ayant pas anticipé, eh bien, on a vu débarquer, alors notamment beaucoup à Lyon, mais pas uniquement. Au tout début des années 2000, on a commencé à voir débarquer effectivement des Roms du Kosovo en nombre. Alors, ils sont allés massivement en Allemagne, donc un petit peu en France. Et en fait, ces Roms du Kosovo étaient accusés par les deux camps d'être pro-serbes, alors notamment sur les Roms qui étaient plutôt dans les villes comme Mitrovica. Souvent, ils étaient accusés par les Albanais du Kosovo d'être pro-serbes et donc du coup pourchassés, ce qui a donné l'incendie du Mahala de Mitrovica et autres. Euh, et puis, un peu plus tard, à partir de 2004-2005, donc, l'indépendance du Kosovo n'avait pas été déclarée, mais il y avait déjà une forme d'albanisation du Kosovo qui était poussée. Et là, dans cette albanisation du Kosovo, on avait un autre groupe rom qu'on appelle les Ashkali, qui ne parle pas le romani, mais qui parle que l'albanais, si vous voulez, et qui était plutôt en milieu rural, donc pas dans les villes. Et ce groupe des Ashkali, dans cette politique d'albanisation qui était mise en place par les anciens de l'UÇK du Kosovo, eh bien, on les a fait partir. Et donc, c'est pour ça qu'à partir de 2005-2006 jusqu'en 2008, on voit arriver ces fameux Roms Ashkali. Euh, donc là, on se retrouve avec des personnes finalement qui, étant pris entre deux camps, et n'étant protégés par aucune personne du camp, se retrouvent obligés de fuir. Et donc, beaucoup sont partis en Serbie. Et puis, en Serbie, ils étaient sur des camps, voilà, sans vraiment d'avenir et tout. Donc, on a eu des migrations, si vous voulez, qui se sont faites en étapes, euh, d'où ces arrivées importantes en Europe. Et ce problème n'est toujours pas réglé. C'est-à-dire qu'on a toujours ces populations qui ont un statut encore flou en Allemagne. C'est-à-dire que c'est une espèce d'asile temporaire qui se prolonge, mais qui peut s'arrêter du jour au lendemain. Et on a encore pas mal de situations en France avec ces Roms du Kosovo. Et donc, si on prend d'autres groupes de Roms d'ex-Yougoslavie, on voit qu'à chaque fois, il y a des mouvements de population vraiment importants. Donc, on a les Roms de Bosnie qui sont allés en Italie, mais qui avaient le même phénomène, c'est-à-dire qu'ils appartenaient à aucun des trois camps, Croates de Bosnie, Serbes de Bosnie ou musulmans de Bosnie, qu'on appelle aussi les Bosniaques. Et donc, les Roms, qui étaient majoritairement musulmans de Bosnie, finalement ont compris qu'en fait, personne ne les défendrait. Et donc, là aussi, ils sont partis. Donc, sur la problématique d'ex-Yougoslavie, on est davantage sur des difficultés liées à des recompositions propres à la guerre qui expliquent cette migration. Et enfin, voilà, parce que je vois que l'heure tourne. Alors si on s'intéresse à la question des DOM, alors là aussi, bon, je vous montre une petite carte qui montre que voilà, en Syrie, en Turquie, on a plein de groupes roms, donc on est toujours sur cette même difficulté. Donc dans ces groupes roms, on a ce qu'on appelle les DOM, et au sein de ces DOM, on a des hiérarchies sociales avec qui sont basées sur des métiers. Et là aussi, donc, ces DOM de Syrie, au moment de la guerre en Syrie, donc à partir de 2011, ont compris exactement comme ce qui s'est passé en Bosnie et au Kosovo, qui serait défendu par aucun des camps, et donc ont décidé de partir. Alors, je vous mets une petite carte. Alors, le départ était assez compliqué parce que soit vous partez par la Turquie de Syrie, et là, donc, mais ça, c'était plutôt les DOM qui avaient moins d'argent, qui étaient plutôt en bas de cette hiérarchie sociale. Soit ceux qui ont plus d'argent sont partis du Liban, ont pris un avion. Alors au début, ils pouvaient atterrir en Algérie, et puis petit à petit, les frontières se sont refermées. Donc en 2015, l'Algérie ne voulait plus les accueillir sans visa. Donc du coup, ils ont dû passer par la Mauritanie, donc ça fait des circuits très compliqués. Mais toujours est-il qu'on a vu donc des familles
d'hommes arrivés en France après un périple, je vous dis, qui passe notamment par les pays du Maghreb. Mais s'ils passent par les pays du Maghreb, c'est pas parce qu'ils étaient originaires du Maghreb, c'est tout simplement que ces familles qui avaient plus de moyens donc ont pris l'avion et ont cherché à passer. Et donc souvent ils sont restés plusieurs mois, voire plusieurs années dans les pays du Maghreb, notamment au Maroc, avant de rejoindre l'Espagne et ensuite d'Espagne de venir en France et aussi en Belgique. Donc alors, je vais m'arrêter pour tous ces parcours. Bon, j'imagine que ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Mais voilà, le point qui était important pour moi, c'est de bien expliquer que cette étiquette Rome n'est pas du tout suffisante pour comprendre les motifs de migration. Et on voit bien qu'on est sur à la fois des histoires très différentes et même une histoire très récente qui explique qu'il y a des migrations pour des motifs qui n'ont rien à voir entre des Roms qui viennent du Kosovo, de Roumanie, de Bulgarie ou autres. Et donc c'est de tout ça qu'il faut tenir compte. Alors ensuite sur les politiques publiques, alors sur la question des bidonvilles, donc bon, tout le monde a vu qu'en France, on avait encore des bidonvilles et une partie de ces bidonvilles sont habités euh, souvent par des personnes de Roumanie et de Bulgarie qui se disent Roms. Alors voilà, avec différents groupes qui viennent de différents endroits, etc. Euh, et pour faire simple, on a donc alors, juste sur la question des bidonvilles, il faut savoir, parce que souvent c'est perçu comme des gens qui ça donne l'impression que les Roms sont condamnés à vivre en marge et ne voudraient pas s'intégrer à la société. En tout cas, c'est souvent le discours qu'on va utiliser. Bon, les bidonvilles en France, finalement, il y en a pratiquement toujours eu depuis la Seconde Guerre mondiale, même avant d'ailleurs, mais alors ça touchait des Espagnols, des Portugais, des Algériens et tout, mais c'est vrai qu'il y a une difficulté particulière en France à accueillir des populations étrangères dans des hébergements ou des logements dignes. Et ça, je vous dis, depuis la Seconde Guerre mondiale, bah, tout le monde peut le constater et tout le monde a entendu parler de bidonvilles, que ce soit à Lyon, à Paris ou ailleurs, très important, voilà, des années 50 jusqu'aux années 70. Donc là, ça ne fait pas exception. Et quand on regarde dans les autres pays d'Europe, à l'exception peut-être de l'Italie, où il y a des choses qui ressemblent un peu à la France, sinon en Belgique, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, on ne va pas avoir des bidonvilles euh, comme ça. Donc là, c'est plus lié aux conditions d'accueil que voilà, une pratique culturelle qui ferait que les gens adorent vivre en bidonville, quoi. Euh, et donc, quand on regarde les populations des bidonvilles, donc là justement, on avait fait avec Trajectoire quelques études là-dessus sur un échantillon assez important. Donc, c'est des études qu'on ne peut pas refaire malheureusement très souvent. Donc, elles datent de 2017. Mais ce qu'on trouvait dans ces bidonvilles, on était sur une majorité de personnes qui venaient de Roumanie, près de 80%. Donc, c'est sur les bidonvilles en France. Hein, c'était pour toute la France. On était sur deux tiers des personnes qui étaient venues en famille. Donc, c'est sans doute ça qui complexifie l'accompagnement social. Alors, le nombre d'enfants, ouais, voilà, on était un petit peu, enfin voilà, on était à peu près à 3 enfants, donc ils ne sont pas tous 10 enfants, hein, comme souvent on peut l'entendre. Et effectivement, ce qui est, pour le coup, ce qui se distingue énormément de la population majoritaire, c'est que l'âge de la première naissance est quasi 10 ans plus tôt que les statistiques qu'on a en France sur voilà, la population française, quoi. Effectivement, on va être aux alentours de 28-29 ans. Et dans certaines villes, on est plutôt même à 32 ans pour les naissances en France. Et c'est vrai que donc, chez ces populations qu'on a en bidonville, on a, je vous dis, une majorité de Roms de Roumanie. On doit être à, ouais, ensuite c'est la Bulgarie. Ensuite, on a sur des Roms d'ex-Yougoslavie. On va être voilà, sur des naissances qui sont plus tôt. Les difficultés qu'on ressent sur ces bidonvilles, hein, pour aller vite, c'est toujours l'accès à l'école. Alors, il y a eu des progrès, hein, on va voir pourquoi, mais ça reste encore une question problématique. Euh, Bien sûr, l'accès à l'hébergement et l'ouverture des droits qui n'est pas encore très satisfaisante. Tout le monde n'a pas de domiciliation, tout le monde n'a pas une couverture médicale. Voilà, alors pour lutter contre cette situation, en fait, la DIAL, donc c'est la Direction interministérielle de l'hébergement et du logement,
en fait, donc, a des crédits importants au niveau État pour justement lancer une politique de résorption des bidonvilles et travailler sur ces aspects santé, école, hébergement, emploi. Et donc, bah voilà, à travers ces crédits, on a des associations qui sont financées avec un travail de médiation, etc., etc. La difficulté qu'il y a, c'est que la DIAL ne peut pas imposer en fait des décisions à des maires et surtout à des préfets. Donc, on peut avoir dans un département un préfet qui décide d'expulser, ce qui va mettre à mal la politique de résorption. Enfin, c'est assez logique, hein, parce que si les gens ne sont pas stables, bah forcément, ça les précarise davantage. Alors qu'il y a des fonds pour la résorption. Donc, si vous voulez, on est un peu sur un État qui marche sur, ouais, je sais pas, deux jambes différentes. Euh, où d'un côté, de façon, j'ai envie de dire presque discrétionnaire, certaines préfectures décident de mener une politique d'expulsion dont toutes les études montrent, et donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, qu'en fait, ça ne fait pas partir les gens, mais ça ne fait que les précariser et les maintenir voilà, dans un niveau de pauvreté, et même ça accentue des rapports de dépendance et des risques de traite des êtres humains. Et d'un autre côté aussi, on a aussi une politique étatique donc qui va financer des acteurs pour tenter d'avoir une meilleure insertion de ces populations et viser à terme la résorption. Donc on est vraiment sur cette difficulté-là concernant la question des bidonvilles. Euh, alors, je vous dis les points positifs, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu un gros travail de médiation scolaire. Donc c'est vrai que quand on avait fait cette étude, on était à 50% d'enfants qui étaient scolarisés alors qu'ils étaient en obligation scolaire. Donc c'était quand même très problématique. Alors, on n'a pas, c'est très difficile d'avoir des chiffres parce que on ne recense pas les enfants qui ne sont pas scolarisés. Donc, il faut vraiment faire des études indépendantes. Mais en revanche, il y a beaucoup plus de médiateurs scolaires et on voit qu'il y a beaucoup moins de blocage au niveau des écoles pour scolariser les enfants roms. Ça existe encore, mais là-dessus, il y a eu des gros progrès. Sur la santé aussi, il y a aussi de la médiation en santé. Euh, et après, on a sur de la domiciliation, on a des pratiques inégales. Bon, ce qui est assez compliqué de dresser une photo de l'insertion de ces populations bidonvilles, bien qu'elles soient dans l'Union européenne, ce que principalement, je vous dis, c'est des Roumains et des Bulgares, c'est que suivant les territoires, on est quand même sur des disparités très fortes. Et le risque, en fait, d'une précarisation de ces populations, c'est que ça va renforcer finalement des formes d'exploitation. Et c'est vrai que les bidonvilles sont particulièrement touchés par des phénomènes de traite des êtres humains qui vont de l'exploitation sexuelle, mais aussi ce qu'on appelle l'exploitation domestique, qui est en général jamais repérée. C'est-à-dire qu'une fille qui se marie à 15 ans, et vous le savez parce qu'elle tombe enceinte, eh bien, souvent elle se retrouve à travailler pour sa belle famille, à balayer, à s'occuper des invités, voilà, à s'occuper des enfants en bas âge de sa belle-mère, etc., etc. Donc là, on est sur l'exploitation domestique. L'exploitation économique, ça c'est vraiment une forme qui monte, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de personnes, que ce soit dans la région, par exemple, de Nantes, de Bordeaux et autres, qui vont travailler dans les vignes, mais voilà, soit il y a des systèmes d'intermédiaires qui font qu'ils ont plein de commissions à payer pour avoir une cabane dans un bidonville, accéder à un travail, être amené sur les lieux de travail, etc. Et donc, du coup, le reste à vivre qu'ils ont est très faible. Donc, on peut parler d'exploitation économique. Et enfin, voilà, de la mendicité et de la contrainte à commettre des délits, mais qui reste finalement plus faible que notamment l'exploitation domestique et l'exploitation économique que j'ai nommé. Euh, voilà, alors, voilà, juste avant de terminer ouais, et pour introduire un petit peu la partie sur l'asile, c'est que, bien sûr, bidonville n'est pas synonyme de Rome, et Rome n'est pas synonyme de bidonville. C'est-à-dire que tous les Roms n'habitent pas dans des bidonvilles. Et c'est vrai que souvent, les deux images se confondent. Ceux qui sont dans les bidonvilles, tout simplement, c'est ceux qui ne pouvaient pas faire une demande d'asile, déposer l'asile, et donc pouvoir rentrer dans des CADA ou autres. C'est pour ça qu'on est plutôt sur des Européens qui sont dans des bidonvilles, même si on n'a pas que des Européens, mais c'est quand même la grande majorité. Quand je dis des Européens, c'est-à-dire qu'ils sont membres, ils ont la nationalité d'un pays membre de l'Union européenne.
alors que les demandeurs d'asile, on va les retrouver beaucoup moins dans les bidonvilles. Euh, Après, toujours pour terminer sur cette question des bidonvilles, ce qu'on n'arrive pas forcément à percevoir, c'est que dans les bidonvilles, on a des gens qui rentrent, qui restent 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui sortent, pas parce qu'ils rentrent chez eux, mais parce que tout simplement, ils s'insèrent. Et donc après, ils sont dans des hébergements, ensuite des logements, et on n'entend plus parler. C'est-à-dire qu'ils s'insèrent comme ça avait été déjà le cas dans les années 70-80, quand on avait ces Roms yougoslaves, qui au début étaient assez visibles, on les appelait les Yugos, et puis bah, petit à petit ils s'insèrent, donc ils sont toujours présents. Ça ne les empêche pas de continuer à faire des mariages de gamme entre eux, mais ils habitent dans des petits pavillons, des appartements et autres. Et donc on assiste exactement à la même chose pour les Roms qui sont arrivés plus récemment. La seule chose, c'est que les bidonvilles ne donnent pas cette impression-là, parce que souvent ils sont remplacés par des populations souvent plus précaires, plus marginalisées. Et donc, du coup, ça donne l'impression que ce sont les mêmes personnes depuis 20 ans qui sont bloquées dans ces bidonvilles. Or, ce n'est pas le cas. Il y a vraiment une dynamique et un changement de population. Donc, on a heureusement, bien sûr, des personnes qui s'insèrent. On n'est pas sur une culture souvent qui est fantasmée et stéréotypée qui serait contre l'insertion. Il faut savoir que ce soit en Roumanie, en Bulgarie et effectivement dans tous les pays des Balkans, bah, les Roms ne vivent pas tous dans des bidonvilles. La très très grande majorité vit dans un logement, vit dans une petite maison, et donc ils aspirent à faire ça. Et donc ils n'auraient pas un mode de vie qui serait incompatible, enfin, je préfère le préciser, avec tous les programmes d'insertion qu'on leur propose. Et finalement, si l'insertion se fait mal, souvent, bah, c'est plus parce que il y a et on peut le comparer entre les politiques qui sont mises en place dans les pays d'accueil. Eh bien, c'est vrai que, je vous dis, dans d'autres pays, bah, notamment, je vois, ouais, en Allemagne, mais même en Espagne, euh, finalement, on va pas avoir ces temps d'errance, d'habitat comme ça, hyper précaire, de squat, de bidonville, parce qu'on a une prise en charge dès le début. Et une grosse partie des Roms viennent dans ce qu'on pourrait qualifier une forme de migration économique et donc ont besoin de gagner. S'ils viennent, c'est que c'est pour gagner de l'argent. Et là, on arrive un petit peu à un système où maintenant on a des personnes qui viennent pour travailler, qui seraient en fait des travailleurs européens précaires pauvres, qui travaillent dans la vigne, dans le maraîchage et autres, mais qui ne gagnent pas assez et dont rien n'est pensé pour les héberger, et donc qui se retrouvent, s'ils voulaient être en bidonville, tout en travaillant. Donc voilà, c'est juste pour vous expliquer il y aurait pas une volonté manifeste de ne pas vouloir travailler ou je ne sais quoi. C'est pas du tout ce qu'on voit en fait sur les constats de terrain. C'est plutôt des gens en plus qui sont plutôt recherchés par les employeurs, euh, entre autres dans le domaine agricole, parce qu'ils sont voilà, ils travaillent énormément dans des travaux pénibles. On a ça aussi dans les abattoirs, où on va retrouver aussi voilà, ces populations qui vont travailler dans les abattoirs. Donc, si vous voulez, la réalité de terrain et l'image qu'on peut en avoir, eh ben, en fait, est très différente. Et donc, du coup, il y a vraiment des leviers qui doivent être activés. Et après, bien sûr, des spécificités familiales, mais encore une fois, qui ne sont pas des spécificités qui seraient une forme d'antagonisme par rapport à une volonté de s'insérer dans ces sociétés. Et dans leur pays d'origine, en fait, c'était des populations qui étaient insérées et qui, souvent, à cause d'un événement historique, euh, soit un changement économique et il n'y a pas eu de plan de reconversion, donc du coup, ils n'ont pas réussi à retrouver un métier aussi facilement, soit un conflit qui a fait qu'ils ont été amenés à partir. Donc, je vais m'arrêter là et laisser la parole pour ouais, bien respecter ouais, le temps imparti. Et donc, eh ben, je te laisse la parole, Sébastien. Merci Olivier pour ces informations extrêmement intéressantes. Alors, Alors, si tu veux, je peux peut-être. Ouais, ouais, ah ben voilà, si tu as le PowerPoint, c'est parfait. Donc effectivement, mon intervention me portait plutôt sur la question de la demande d'asile ou du moins de la protection au regard de l'asile sur ces populations roms. Puis pareil, je ferai un petit focus sur les DOM de Syrie assez rapidement.
Euh, alors peut-être pour ceux, en guise d'introduction, mais pour ceux qui seraient pas tout à fait du domaine de l'asile, juste rappeler un petit peu le champ dans lequel on se trouve. L'asile, ça relève avant tout de la Convention de Genève, hein, sur le statut de réfugié. Donc, il s'agit de la protection des personnes, hein, qui sont persécutées, hein, du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité ou de leur appartenance à un certain groupe social ou en raison de leurs opinions politiques. Donc, on est sur un domaine qui est juridiquement défini depuis 1951 et on peut y rajouter deux choses. Donc, au titre de la protection subsidiaire, donc issue du droit européen, toutes les personnes qui auraient un risque réel dans leur pays d'origine ou de nationalité d'une atteinte grave, soit de la peine de mort ou d'une exécution, soit de torture, de peine ou de traitement inhumain ou dégradant, ou pour ce qui est de personnes civiles, de menaces graves ou individuelles contre leur vie en raison d'une violence qui peut s'étendre sans considération de leur situation personnelle, dans le cadre des conflits armés internes ou internationaux, ce qui est un petit peu la situation, euh, en réalité, qui est un petit peu la situation, un peu l'image d'Épinal du réfugié, mais qui en réalité est une situation très spécifique et qu'on retrouve au final assez peu, même si lorsque il y a une situation de conflit armé, ça va pouvoir concerner une population assez importante. Au final, ces protections subsidiaires sont assez localisées. Voilà. Donc ça, c'est pour nous reposer un petit peu le contexte de l'asile et donc un petit peu le prisme par lequel je vais étudier cette question de la protection des populations roms, à distinguer de tout ce qui relève de la lutte contre les discriminations, hein, et Olivier a pu en évoquer certains aspects sur ce qui se passe en France et dans d'autres pays. Mais voilà, pour reprendre une définition du défenseur des droits, hein, la discrimination, c'est le traitement défavorable qui doit généralement remplir deux conditions cumulatives, être fondé sur un critère défini par la loi, hein, que ce soit le sexe, l'âge, le handicap, et deuxième condition, relever d'une situation visée par la loi, c'est-à-dire l'accès à l'emploi, à un service, au logement, etc. Et donc aujourd'hui, la loi reconnaît 25 critères de discrimination. Et donc, dans ce cadre-là, il est interdit de, 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 d'agir de manière discriminatoire en France contre ces personnes-là. Donc on est dans deux domaines assez différents et du coup c'est pour ça que voilà, on va pas retrouver, même si effectivement il y a des craintes qui pourraient relever de l'asile, hein, Olivier a beaucoup parlé de la traite des êtres humains, qui est un facteur de protection au titre de l'asile. À partir du moment où on est dans le cadre de faits qui sont réalisés en France, on va pas rentrer dans le cadre de l'asile, mais on sera dans le cadre classique du droit pénal. Voilà. Et en dehors de ça, tout ce qui concerne l'accès à la scolarité, l'accès à l'emploi, etc., relève du coup du champ de la lutte contre les discriminations, et donc plutôt voilà, du droit commun qui peut s'appliquer en France. Voilà, donc pour ces quelques éléments d'introduction, pour pas que vous soyez surpris peut-être par mes intitulés, parce qu'effectivement, je parle d'invisibilité de la demande d'asile, alors en prenant les pays des Balkans, déjà peu représentative. Alors c'est vrai que il y a quand même une évolution sur ces 15 vers dernières années sur ces pays, euh, sur ces pays européens. Et bien évidemment, ça a une incidence sur l'appréhension des populations roms à l'intérieur de ces pays. Euh, alors, déjà, au titre de l'asile, on se doit d'exclure tous les pays membres de l'Union européenne. C'est-à-dire que tout citoyen européen n'est pas fondé à demander l'asile en France en raison d'absence de crainte de persécution dans un autre État membre de l'Union européenne. Le Conseil d'État l'a rappelé en 2013 dans une jurisprudence, dans une jurisprudence.
Et on fait ici application du protocole ASNAR qui était annexé au traité d'Amsterdam qui date de 1997, à partir duquel les États de l'UE bénéficient de la présomption de pays sûrs les uns vis-à-vis des autres, aussi longtemps que la protection demeure effective. Donc en fait, on ne peut pas demander l'asile pour des craintes de persécution qui seraient liées à des faits commis dans un pays de l'Union européenne pour la simple et bonne raison que tous les pays de l'Union européenne ont un standard d'état de droit, hein, c'est-à-dire de garantie de la justice, de lutte contre les discriminations, qui permettent de protéger leurs citoyens. Et donc, il n'est pas possible d'aller solliciter la protection d'un autre État. Voilà, ça resterait possible, par exemple, pour des ressortissants des États-Unis ou du Canada. Voilà. Ceci étant dit, des États de l'Union européenne, donc vous aurez compris, euh, on peut intégrer donc du coup la Bulgarie et la Roumanie qui ont intégré l'Union européenne en 2007. Si on se pose, on va dire du côté des États des Balkans et au sens de l'ex-Yougoslavie, là aussi on doit considérer quand même qu'il y a une certaine évolution de ces États qui visent au fur et à mesure des années à voir leur consécration d'États considérés comme des pays sûrs euh, par l'OFPRA en France et confirmée par la jurisprudence du Conseil d'État, euh, qui conduit à ce qu'on a voilà une appréhension beaucoup moins importante, on va dire, de la demande d'asile et des protections par rapport à ces pays. Pour le Kosovo, on a une jurisprudence de 2021 qui vient un petit peu consacrer, on va dire, cet aspect de pays d'origine sûre, hein. Notamment parce que le Kosovo, la République du Kosovo est liée à l'Union européenne par un accord de stabilisation et d'association depuis 2016. Donc c'est vrai que on arrive bientôt à 9 ans pour cet accord. Elle dispose d'institutions démocratiques dont le fonctionnement régulier a été progressivement rétabli après les élections législatives de juin 2014 et confirmé en 2017. Celles-ci se sont déroulées de manière libre et pacifique. Donc effectivement, on peut considérer que ça fait une dizaine d'années que le Kosovo a un fonctionnement démocratique qui correspond aux standards de l'état de droit. Que la Constitution du pays dispose, et que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le pacte international relatif aux droits civils et politiques sont directement applicables au Kosovo et priment sur le droit national. Donc ça aussi, c'est un standard de droit fondamental puisque eh bien, la Convention européenne des droits de l'homme peut être invoquée directement par les citoyens de cet État, par les justiciables de cet État auprès des juridictions nationales. Et ces juridictions nationales sont tenues d'appliquer la jurisprudence de la Cour au même titre que les juridictions françaises, allemandes ou espagnoles. Euh, Voilà. Donc c'est et que l'inscription en tant que pays d'origine sûre date voilà au niveau de la Commission européenne depuis 2015, donc c'est ce qui fait une dizaine d'années. Donc on a quand même la consécration d'États qui vont vers un fonctionnement de l'État de droit avec une garantie des libertés individuelles euh, en tout cas se stabilise et est consacrée comme telle. Euh, Si je vous prends l'exemple de l'Albanie, puisque le Conseil d'État a dans une jurisprudence, dans la même jurisprudence de juillet 2021, également indiqué, en ce qui concerne cet État-là, qu'il dispose également d'institutions démocratiques et procède à la désignation de ses dirigeants sur le fondement d'élections libres et pluralistes, n'est pas revenu sur les législations ayant dépénalisé l'homosexualité depuis 1995 et pénalisé les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle depuis 2010. Voilà. Ce qui aurait été des motifs effectivement particulièrement valables de demande de protection internationale. Qu'il est également partie à la Convention européenne des droits de l'homme, qu'il a une candidature d'adhésion à l'Union européenne qui a été acceptée, et ceci depuis juin 2014. Donc pareil, on est sur une dizaine d'années,
et que, comme le Kosovo, il est considéré par la Commission européenne comme étant un pays d'origine sûre depuis 2015. Euh, pour vous prendre un troisième et dernier exemple, on a également la Serbie, avec une consécration par la jurisprudence du Conseil d'État en 2016, qui, pareil, rappelle que la République de Serbie est partie à la Convention européenne des droits de l'homme, qu'elle dispose d'institutions démocratiques et procède à des élections libres et pluralistes, qu'elle s'est vue reconnaître le statut de pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne par le Conseil européen, et comme les deux autres États, elle est inscrite sur la liste des pays d'origine sûre depuis 2015. Donc, si ces États, effectivement, et je pense qu'on l'a pour beaucoup en mémoire, ont été euh, des pays vecteurs, notamment le Kosovo et l'Albanie, d'une très forte demande d'asile, qu'elle concerne des populations roms ou autres ressortissants de leurs États, progressivement, bien cette stabilisation, on va dire, politique, institutionnelle, et le développement de l'état de droit, en tout cas sa stabilisation, conduisent d'une part à ce que le nombre de demandes d'asile se réduise. Hein, donc je vous ai mis un petit peu les chiffres. Hein. Effectivement, l'Albanie est quand même aujourd'hui au 14e rang des nationalités, des demandes d'asile auprès de l'OFPRA. Donc ça, c'est les chiffres, les derniers chiffres disponibles en 2023, enfin en tout cas qui sont publiquement disponibles. Le Kosovo est désormais au 43e rang. Et la Serbie, non, pardon, le Kosovo est au 34e rang. Une petite erreur dans le PowerPoint, et c'est la Serbie qui est bien au 43e rang. Voilà, donc c'est des pays qui sont quand même beaucoup moins significatifs qu'ils ont pu l'être à une période. Voilà, je ne vous parle pas du Monténégro, de la Moldavie ou encore de la Bosnie, où les demandes d'asile se comptent par quelques dizaines ou voilà, ou petites centaines, hein, 280 pour la Moldavie, 207 pour la Macédoine du Nord, voilà, 114 pour la Bosnie-Herzégovine et 25 pour le Monténégro. Donc c'est des choses, quand vous savez qu'il y a 130 000 demandeurs d'asile primo-arrivants en France chaque année, on est sur des proportions qui sont extrêmement réduites. Euh, voilà. Hein, pour le Kosovo, on est de l'ordre de 860, 860. La Serbie, on est plutôt vers 430. Et l'Albanie, on dépasse à peine les 2500 demandes d'asile. Euh, donc c'est assez peu important. La répercussion se fait également sur eh bien, les protections accordées. Hein, donc comme vous le voyez, l'Albanie, on est sur un taux de protection de l'ordre de 12%, le Kosovo 9%, la Serbie 6%. Voilà, la Moldavie, on serait à 2,5%. Euh, la Bosnie, on est également autour de 9%. Voilà, donc des taux de protection qui sont très très faibles et, euh, et, euh, et qui viennent donc considérer, enfin montrer que au regard des institutions de l'asile, il n'y a pas un besoin prégnant de protection internationale de la part des populations de ces États-là. Euh, à titre de comparaison, hein, si vous prenez la Syrie, euh, vous avez un taux de protection en 2023 qui s'élevait à près de 93%. Voilà. Donc on est dans des proportions qui sont complètement différentes. Euh, voilà. Alors ce sont des statistiques par nationalité. Hein, c'est effectivement la limite de l'exercice parce que il serait impossible de trouver des statistiques euh, permettant d'avoir un regard sur l'origine ethnique des personnes. Donc, c'est pour ça je peux pas vous dire la proportion de Roms d'Albanie ou de Roms du Kosovo qui demanderaient l'asile et obtiendraient une protection. Je peux vous donner un dernier chiffre
qui concerne l'apatridie par rapport à l'ex-Yougoslavie. Là aussi, hein, on peut que constater que les années passent. Voilà, l'OFPRA n'a dénombré que 18 demandes de personnes se déclarant apatrides et issues de l'ex-Yougoslavie, et aucune de ces demandes n'a été acceptée. Voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu cet aspect, on va dire, d'invisibilité de la demande d'asile dans les Balkans, avec voilà, une demande d'asile qui est quand même largement en baisse et des taux de protection qui sont, eux, très faibles. Euh, Même si voilà, on conserve une certaine spécificité sur la protection des femmes, puisqu'on voit que pour les différents pays, le taux de protection des femmes est légèrement supérieur au taux de protection global. Euh, voilà, ce qui est un petit peu une spécificité. Après, voilà, ces chiffres, comme je le disais, permettent pas de distinguer qu'on soit vis-à-vis de populations roms ou d'autres ressortissants de ces États. Voilà. Sur un deuxième point, et du coup ça fait la suite sur cette indistinction sur le motif de protection. Alors, euh, les motifs de protection, alors bien évidemment quand on parle de communauté, donc là on se réfère plutôt aux motifs ethniques, hein, donc plus ou moins de la race, hein, suivant la lettre de la Convention de Genève de 1951. Ce qui ouvre droit, donc, de façon théorique, au statut de réfugié à partir du moment où ces craintes de persécution sont reconnues par les institutions de l'asile. Euh, et on peut y ajouter la protection subsidiaire si, comme je le disais, on a des violences liées au genre, à la cellule familiale, hein, tout ce qui concerne les violences intrafamiliales, etc. Voilà. Le motif de traite des êtres humains pouvant être attaché au statut de réfugié ou à la protection subsidiaire en fonction des situations. Euh, alors, si on fait un petit peu de rétrospective sur ce besoin de protection, là on voit aussi un petit peu l'évolution, hein, de cette appréciation par les institutions de l'asile. Euh, Alors, si on prend si je fais la petite parenthèse sur les DOM, voilà, on retrouve dans le rapport de la CNDA en 2022, hein, cette question sur la demande d'asile syrienne. La CNDA, effectivement, explicitement indique la demande syrienne se fonde également sur des persécutions à caractère ethnique, visant en particulier les Kurdes et les DOM. Voilà, c'est une des rares mentions que j'ai pu retrouver sur les rapports officiels. On avait également un rapport de la direction des ressources de l'OFPRA de 2018, mais qui concernait donc toujours les DOM et qui concernait les DOM qui habitaient en Turquie. Voilà, où effectivement il y avait un besoin de protection qui était relevé. Si on revient aux populations, on va dire, des Balkans, on voit effectivement l'évolution entre, je vous ai retrouvé un rapport de mission en Albanie de l'OFPRA qui datait de 2013, où effectivement il était noté un fait nouveau et l'émergence d'une demande conventionnelle pour motif ethnique et maintenant des Roms d'Albanie. Donc vous voyez, en 2013, on parle de fait nouveau, donc rattaché euh, voilà, au statut de réfugié qui venait un petit peu trancher, c'est ce que dit l'OFPRA par rapport aux protections qui étaient plutôt liées aux vendettas, aux violences conjugales, aux litiges familiaux et fonciers, etc., et aux problèmes criminels mafieux qui relèvent plutôt de la protection subsidiaire. Donc une protection plus forte pour ces populations roms d'Albanie. Euh, voilà, si on se porte 10 ans plus tard, hein, rapport annuel de l'OFPRA en 2023,
Alors, concernant le Kosovo, mais voilà, on voit toujours hein, que le motif ethnique, c'est noté, et d'ailleurs très souvent invoqué par les membres des communautés minoritaires au Kosovo. Mais là, déjà, on voit que les Roms sont englobés hein, parmi l'ensemble des minorités, Gorani, bosniaques, serbes, etc. Donc déjà, on est sur quelque chose d'un petit peu plus global. Je vous ai retrouvé une mention sur le rapport annuel de l'OFPRA également en 2020 qui concernait la Macédoine du Nord, où effectivement une grande partie des demandes d'asile invoquent l'origine ethnique rome comme motif de persécution. Euh, voilà, et un dernier rapport concernant l'Albanie, qui est un rapport du centre de ressources de l'OFPRA qui date également de 2020. Donc on est sur des choses voilà, qui semblaient beaucoup plus prégnantes, comme je le disais, dans les années 2010 et qui visent progressivement quand même à être de moins en moins identifiables au cours des années 2020. Et d'ailleurs, en jurisprudence, ça se remarque également. Si on prend les décisions de la Cour nationale du droit d'asile, voilà, dans les années, jusqu'à la fin des années 2010, hein, on avait encore des protections, hein, que ce soit donc, comme je disais, protection subsidiaire, plutôt sur ces motifs liés aux violences familiales ou autres, euh, ou carrément sur la discrimination, la persécution liée à la qualité de Rome, à l'identité de Rome, donc avec le statut de réfugié. Voilà, que ce soit pour des ressortissants albanais, serbes, kosovars ou encore macédoniens. Euh, voilà, on ne constate plus réellement de protection depuis les années 2020. Euh, voilà, et en- juste pour illustration, hein, trois petites décisions. Voilà, vous avez cette décision de la CNDA qui datait de novembre 2011 où la CNDA considère que les modalités actuelles d'accueil pour les autorités du Kosovo des populations roms en attente d'une réinstallation ne garantissent pas suffisamment des conditions de vie conformes à la dignité humaine, donc au sens des dispositions de la protection subsidiaire. Donc on peut avoir des traitements inhumains et dégradants et une protection du coup en ce sens-là. Et on passe, on va dire effectivement, une dizaine d'années plus tard avec une décision de décembre 2022 où bah, la CNDA se contente de rappeler que la Serbie et le Kosovo sont des pays d'origine sûrs, en se référant aux décisions du Conseil d'État que je vous ai exposées, mais sans se prononcer sur la situation des Roms dans ces deux pays, alors même que c'était un motif invoqué. Voilà. Euh, et enfin, une dernière décision qui date de juin 2023, alors qui concerne l'Ukraine, mais où la Cour indique explicitement au requérant que, voilà, outre toutes les persécutions qu'il a fait valoir, sa seule appartenance à pardon, la minorité rome n'est pas suffisante à elle seule pour étayer l'existence d'une situation de vulnérabilité en cas de retour. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas, qui ne cristallise pas hein, vraiment une reconnaissance de protection par les institutions de l'asile. Euh, voilà. Ce qui nous amène, voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, c'est effectivement assez difficile d'identifier ces populations, y compris voilà, au titre de l'asile. Merci beaucoup Sébastien et Olivier. Je te coupe un petit peu Sébastien. On voudrait essayer de prendre un petit peu de temps pour pouvoir répondre aux questions des uns et des autres, sachant que Olivier Pérou devra nous quitter vers 14h15. Donc on va d'abord se concentrer sur les questions voilà, auxquelles Olivier peut répondre et ensuite on reprendra les questions plus administratives et de l'ordre de l'asile et de la protection
posées à Sébastien. Alors, on avait des questions qui avaient été posées en amont et qui ont été posées aussi dans l'onglet questions-réponses, Olivier. Pour reprendre un petit peu, peut-être très très brièvement, est-ce que tu peux, enfin, tu n'as pas parlé des gens du voyage, alors on rappelle qu'il y a plein de termes voilà, qui existent et qui sont assimilés parfois au rhum, Olivier en reparlera, donc on ne peut pas tout aborder, mais est-ce que tu peux au moins éclairer sur voilà, qu'est-ce que c'est que les gens du voyage, comment on les distingue des Roms, et juste redéfinir très brièvement aussi qui sont les DOM. D'accord. Alors, sur les gens du voyage, alors, gens du voyage en droit français, ça désigne un statut en fait administratif qui a été créé en 1912. Et donc, c'est pour ça qu'on avait des personnes qui avaient un carnet de circulation et qui correspondaient en grande partie, en fait, si vous voulez, aux Roms qui sont arrivés à la fois à partir du 15e siècle en France et après 19e, 20e siècle. On a des populations de Russie, de Roumanie, de Bosnie, etc., qui sont venues aussi en France. Et souvent, il y a un mélange de ces populations. Donc, d'un côté, on a un statut administratif discriminatoire qui a été cassé en 2012 par le Conseil d'État. Mais les gens sont restés 100 ans dedans, donc c'est quand même important. Et d'un autre côté, les gens qui se disent voyageurs et autres, souvent on est sur des familles qui sont soit là depuis 5 siècles en France, soit qui ont des origines, si vous voulez, de l'Est de l'Europe et qui sont arrivés souvent avant la Seconde Guerre mondiale ou juste après. Et, euh, et oui, donc, et l'autre question, Sur les ça portait DOM. sur les DOM. Alors, les DOM, si vous voulez, à chaque fois, enfin, les groupes Roms, en fonction des régions d'origine, on va les classer avec des noms bizarres. Donc, on va dire les Roms, ce qui veut dire en langue romanie un homme marié avec des enfants, c'est un statut social au sein. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle des DOM, donc qui vont plus désigner ces personnes du Moyen-Orient qui sont en grande partie en Syrie, au Liban, un petit peu en Iran. On en trouve aussi en Palestine. Et maintenant beaucoup en Turquie, parce qu'il y a cette forte migration liée à la guerre. Et on a aussi même les Lom, là, qui viennent du Caucase. Donc, si vous voulez, c'est des noms qu'on donne pour désigner ces populations qui viennent de régions différentes. Mais derrière, là encore, on n'échappe pas à tous ces fameux groupes qui proviennent de ces catégories de métiers. Et la Syrie était dans l'Empire ottoman. Donc, leur structuration ressemble à ce qu'on peut voir sur certains groupes roms des Balkans. D'accord, très bien. On va peut-être aborder quelques questions concernant un peu la culture et les pratiques pour toutes les populations roms, notamment, alors tu nous as parlé un petit peu du mariage qui est plus ou moins précoce, en tout cas la moyenne d'âge qui était plus de 19 ans. Une question justement sur le mariage, quel est l'âge requis, s'il y en a un toutefois, pour se marier? Oui. Alors, l'âge requis, bon, bah, ça, c'est pas moi qui vais le dire, mais Ouais. euh, certains rappels, c'est-à-dire que ce qu'on observe, alors, notamment dans les bidonvilles, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'études ethniques, donc c'est plus des études qui sont faites là où, donc on ne peut pas l'appliquer à tout le monde. Mais ce qu'on observe, c'est qu'on a des personnes qui, en Roumanie, en Bulgarie, des familles qui vont se marier plus tard, 16, 17, 18 ans, et souvent, quand elles sont en France, on va avoir des mariages plus tôt. Ou pour le dire autrement, quand on pose la question, toi tu t'es marié à 14 ans, ta mère elle s'est mariée à quel âge? Elle veut dire 16 ans et ta grand-mère à 18 ans. Donc, ce qui est perçu comme quelque chose de culturel traditionnel, en fait, ça ne l'est pas. Et donc, là-dessus, il y a quand même une vigilance à avoir sur les mariages précoces, parce que malheureusement, c'est pas l'intérêt supérieur de l'enfant. Euh, et donc là, on est obligé de s'en référer à la loi, c'est-à-dire qu'il y a la loi Billon qui a été adoptée en 2021. Donc il faut savoir qu'en fait, dans la loi Billon, donc la loi française, elle explique que un majeur, par exemple, qui aurait des relations sexuelles avec une mineure de moins de 15 ans, c'est considéré forcément comme un viol parce que moins de 15 ans, on considère que son consentement n'est pas possible. Voilà. Donc, du coup, il faut quand même se référer à ces cadres-là. Et c'est sûr que dès qu'on est sur des mariages, en fait, des mariages
chez les Roms, ça va être l'acte sexuel. Donc, si on voit des grossesses en dessous de 15 ans, bien sûr qu'une information préoccupante doit être faite. Et après, bon, faut discuter, il y a de médiation et tout, mais c'est aussi alertant. Donc en fait, il n'y a pas, enfin, en fait, les lois sont les mêmes sur la protection de l'enfance en Roumanie, en Bulgarie, en ex-Yougoslavie. Et donc, normalement, le mariage, c'est à partir de 18 ans. Et donc, avant 18 ans, ça reste problématique. Très bien. On va peut-être rester sur les, les pratiques et en tout cas, on a une question sur, alors tu as abordé un petit peu l'école, l'habitat et la santé. On a une question encore sur les filles et les femmes roms, souvent marginalisées. Elles peuvent se retrouver victimes d'exploitation sexuelle, tu en as parlé un petit peu, comme dans la prostitution, étant déjà largement discriminées. Est-ce que tu peux en dire plus sur cet aspect-là? Oui, alors la prostitution, bon, alors il y a rien entre guillemets de Rome dans le sens où bah, la prostitution, ça va toucher différents types de populations et donc les Roms n'échappent pas à cette exception. On va trouver de la prostitution partout, mais pour le coup, il n'y a pas un statut de la femme qui serait dégradé au point que ça banaliserait la prostitution. Au contraire, parce que au niveau des mariages, on voit que la question de l'endogamie, la virginité, fait que bon. Euh, il y a un contrôle des femmes sur cet aspect-là. Après, ce qu'on observe notamment, c'est que depuis quelques années, alors, on, on avait beaucoup de femmes qui venaient en France de Bulgarie, qu'on trouvait dans la prostitution. C'était le cas notamment à Bordeaux et à Toulouse. Ou même en région parisienne, vers Bagnolet. Euh, et là, on était sur une espèce de prostitution de survie, si vous voulez, et on voit que ben, c'est moins courant, et donc ce phénomène a un peu disparu. Et on a pu observer aussi que on avait des femmes albanaises roms qui avaient été amenées d'Albanie, une sorte de réexploitation, si vous voulez, elles avaient déjà été exploitées en Albanie. Souvent, elles n'étaient pas exploitées nécessairement par des Roms. Et c'est vrai que l'exploitation sexuelle des Albanaises, au début, on était sur des Albanaises non Roms et on a constaté un glissement du fait de leur vulnérabilité et de la pauvreté, de la facilité de les recruter pour justement la prostitution. Donc, derrière, à chaque fois, il faut quand même rechercher des organisations criminelles et trouver le fonctionnement criminel et ne pas avoir une forme de fonctionnement ethnique qui banaliserait ou qui tolérait, si vous voulez, le fait qu'on utilisait des femmes pour la prostitution. C'est pas du tout le cas, hein. À chaque fois, il y a une structuration criminelle et on est sur ces logiques-là. Oui, ok. J'ai oublié de te poser une question au départ, une personne qui demandait tout simplement euh, quels sont les pays qui font partie, entre guillemets, du territoire des Balkans? Est-ce que tu peux juste nous redéfinir un petit peu, puisque tu as dit qu'il y avait un certain nombre de Roms qui venaient des Balkans? Oui, alors oui, donc on va avoir donc la Bulgarie, en gros, c'est géographiquement, c'est au sud du Danube. Donc on a la Bulgarie, tout ce qu'on appelle l'ex-Yougoslavie, donc il y a 7 pays maintenant, Kosovo, Macédoine du Nord, Serbie, etc., Bosnie et l'Albanie. Et puis certains vont y intégrer en fait une partie de la Turquie et de la Grèce. Mais sur les migrations qu'on voit, on a peu de Roms turcs. Donc on est vraiment sur ces pays-là que j'ai cités pour parler des Balkans. Donc en fait, ça serait un peu tous les pays sauf la Roumanie. Et ça se justifie parce que l'histoire est un peu différente et donc les Roms roumains sont construits historiquement différemment du fait de ce qu'on a dit sur l'esclavage et tout que sur les Roms des Balkans. Ouais, d'accord, très bien. Alors, on va passer à des questions plus sur le territoire français avant que tu nous quittes. Une personne qui revient, bah, alors sur l'école pour le coup, comment améliorer les rapports à l'école avec les familles? Des conseils pratiques pour les enseignants, c'est peut-être une enseignante qui nous pose cette Hmm. question, mais en tout cas, comment améliorer les rapports avec l'école? Oui, alors pour améliorer les rapports avec l'école, il faut voir que les modes de valorisation ne sont pas forcément les mêmes. Donc bien sûr qu'il y a des fonctionnements familiaux qui sont différents de la société majoritaire. Euh, et notamment, il y a beaucoup de groupes roms. C'est vrai qu'on va valoriser plutôt la recherche d'un talent
plutôt que d'apprendre par cœur des choses. C'est-à-dire qu'on va s'entraîner en cachette et une fois qu'on est bon, on va le montrer à tout le monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, dans le mode de transmission, au niveau familial, qui est valorisé. En revanche, le fait de tâtonner, de ne pas bien maîtriser quelque chose, ça, c'est plutôt dévalorisé. Euh, et souvent, du coup, les enfants roms vont mal vivre le fait de se retrouver voilà, au tableau ou d'avoir des difficultés pour lire et autres, parce que ça va renvoyer ce côté justement qui n'ont pas de talent. Alors, une des façons de sortir de ça, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, souvent, à travers le théâtre, donc l'outil théâtre, en fait, euh, souvent, c'est un outil qui plaît beaucoup aux enfants roms parce que eux-mêmes vivent quelque part des rôles différents. C'est-à-dire qu'au sein de leur famille, ils ont un fonctionnement. Avec la société majoritaire, ils ont un autre fonctionnement. S'ils sont en migration, ils ont encore un troisième fonctionnement. Et donc, ils passent d'un rôle à un autre, un rôle social à un autre. Et donc, c'est vrai qu'ils sont plutôt bons au niveau théâtre. Et ce qu'il faut trouver, c'est des activités au sein de l'école qui vont leur permettre de les valoriser pour pas qu'ils se sentent, si vous voulez, mis au fond de la classe, dévalorisés, marginalisés, et finalement que cette école-là ne leur parle plus, quoi. Donc, alors, c'est sûrement pas la seule chose, hein, mais c'est vrai que c'est plutôt efficace. Euh, et ils parlent assez facilement aussi de leur quotidien dans ces petites scénettes qu'on peut leur demander de jouer, ce qui du coup est un enrichissement aussi pour les autres enfants. Hop, très bien, merci. Alors, on a une question des Roms qui sont dans les aires d'accueil, les gens du voyage, entre guillemets, créés par les conseils départementaux. Et la question est, est-ce que cela aide à l'insertion de ces populations? Euh, Des aires oui, d'accueil alors, des gens bon, du voyage. on a quand même beaucoup de personnes ouais, alors, qui sont insérées. Après, bon, les aires de gens du voyage, les conditions sont difficiles. Elles sont situées souvent dans des lieux où on peut dire que ça favorise l'insertion parce que, en général, c'est proche de la déchetterie. Oui, c'est vraiment loin, loin des yeux, loin du cœur, on va dire. Et donc, il y a des travaux qui ont été faits justement pour montrer que à chaque fois, c'est mis dans des endroits soit pollués, soit proche d'une déchetterie, d'un cimetière ou je ne sais quoi. Euh, donc, non, on ne peut pas forcément dire que ça favorise l'insertion. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, ça reste une petite partie des gens qui se disent voyageurs qui vivent sur ces aires de gens du voyage, hein. Il y a à peu près 300 000, on pourrait dire Roms français, donc voyageurs, gitans et tout. Et c'est pas les 300 000 qui vivent sur des aires de gens du voyage, quoi. Certes, certains voyageurs, après, bon, on est plus ou moins d'accord avec ça, mais certains voyageurs, même quelquefois, caricaturent les aires de gens du voyage en disant, bah, vous voyez, c'est un peu les HLM pour nous, mais tout le monde n'aspire pas à ça, et beaucoup aspirent à avoir un petit terrain à eux pour être justement plus autonomes et pas avoir les contraintes de ces aires. Ouais. Alors justement, sur le logement, il y a une autre personne qui nous dit qu'elle avait lu que le relogement institutionnel mis en place par l'État français ne correspond pas forcément au mode de vie des Roms, notamment pour ce qui regarde le réseau et les affects qui se créent au sein des bidonvilles. Et du coup, la personne se demande s'il existe un compromis qui correspondrait mieux à leurs besoins en termes d'habitat. Alors, on a des groupes assez différents. On a certains groupes familiaux qui veulent absolument rester ensemble, ça existe, mais c'est plutôt à la marge. Et des terrains familiaux sont envisageables, un petit peu sur le même modèle que les aires d'accueil. Pourquoi pas? Et notamment dans les zones agricoles où ils travaillent en main-d'œuvre. Après, on a beaucoup de personnes qui, depuis les années 2000, se sont insérées, vivent en appartement, en HLM et tout, et ça ne leur pose pas de difficulté de sociabilité, c'est-à-dire qu'ils arrivent encore à se voir avec des proches. Parfois même certains passent sur un bidonville pour continuer à entretenir des socialisations. On a des socialisations à travers les églises aussi pentecôtistes, évangélistes qui sont assez importantes. Donc en fait, ils n'ont pas de difficulté pour trouver des modalités de socialisation et l'hébergement, le logement ne casse pas ces formes-là. Donc c'est quand même très rare qu'on ait des gens qui ne souhaitent pas aller dans des appartements et ont l'impression que du coup, ils vont être coupés d'un mode de vie ou de leurs proches ou de je ne sais quoi. Oui, d'accord. Je te pose quelques petites questions sur les Roms et ce sera peut-être les dernières. Sur les DOM, pardon. Sur les DOM.
Alors, il y avait une question précédente quelqu'un qui nous demandait quelle était la langue des Dom. Je crois que tu n'avais pas évoqué le Domari, donc tu vas peut-être pouvoir Oui, nous en parler un petit peu. Et puis, une personne qui dit que de nombreuses familles d'hommes syriennes qui sont en logement et reçoivent donc des prestations à la CAF continuent à faire la manche avec leurs enfants. Est-ce une pratique qui existait dans leur pays d'origine? oui. Alors sur les DOM, bon, on est sur des populations quand même qui sont plus éloignées des fonctionnements européens, ce qui viennent du Moyen-Orient. Et en plus, elles étaient quand même assez marginalisées, que ce soit au Liban ou en Syrie. Donc, elles parlent une langue qui s'appelle le Domari, qui n'est pas compréhensible pour les gens qui parlent le romani. Donc, en fait, cette langue, il n'y a qu'eux qui la comprennent. Et c'est une langue qui n'est pas encore même, il n'y a pas encore de lexique, si vous voulez. Il y a encore des linguistes qui font des enregistrements et pour commencer à créer voilà, un dictionnaire, si vous voulez, de Domari. Donc, pour le moment, c'est une langue qui est très particulière et peu travaillée au sens linguistique du terme. Ensuite, sur ces populations d'hommes, c'est vrai que l'insertion est plus difficile. D'une part parce qu'elles viennent dans un contexte compliqué, elles fuient une guerre, elles viennent d'un univers culturel différent, le Moyen-Orient. On a des conflits de loyauté, on a des mariages très endogames, c'est-à-dire qu'on va se marier souvent avec le cousin germain. Donc on est quand même sur des populations où l'accompagnement doit être renforcé et la pratique de la Manche, elle était elle pouvait être présente en Syrie, mais souvent elle a été sur tout le parcours migratoire, euh, notamment au Maghreb. Et il y a un peu un rôle qui peut être dévolu, mais là, attention, on peut tomber sur des formes de traite des êtres humains aux femmes, justement, de ramener des revenus. Donc, c'est pas anodin. Et il faudrait pas croire que c'est juste une pratique culturelle. Il peut y avoir, c'est pas systématique, mais aussi des formes d'exploitation au sein de ces groupes d'Omari qu'on a pu voir avec des personnes qui étaient déjà installées, des personnes qui sont endettées parce qu'elles ont fui et donc elles doivent rembourser un voyage. Et donc, une façon de rembourser, c'est de faire la manche. Donc, on peut être sur des formes de servitude pour dette et pas uniquement sur un aspect culturel. D'accord, ok. Je peux te poser une dernière question? Oui, alors vraiment là tout derrière, je suis désolé, hein, Alors, je dois vraiment ouais, qui pour des pourrait être très contraintes rapide, familiales. c'est sur les croyances religieuses et la spiritualité des Roms. On n'a pas tellement parlé de religion. Oui, alors bah ouais, en général, la plupart des Roms qu'on voit, la croyance est quelque chose de très important. Et par contre, ils vont, j'ai envie de dire, prendre les religions locales et les rendre voilà, compatibles avec un fonctionnement. C'est-à-dire donc, on va avoir des Gitans du sud de la France qui sont catholiques. On a beaucoup de manouches français qui sont maintenant dans les mouvements pentecôtistes. En Roumanie, on a des orthodoxes et des pentecôtistes. En Bosnie, au Kosovo, on a des Roms musulmans. La spiritualité est très importante et ils vont tendance à tsiganiser leur spiritualité. Les Saintes Maries de la Mer, effectivement, c'est pas une procession que tous les catholiques font. Ils vont pas dans la mer avec la Vierge qui sort, etc. Donc, ils vont quelque part à la fois vouloir s'adresser directement à Dieu et pour ça inventer des modes qui ne correspondent pas forcément au canon, à l'orthodoxie, j'ai envie de dire, de chaque religion. Alors, Très bien. ouais, Merci ouais, je vous dis Olivier. au revoir. Je suis Oui, un peu désolé pour cette interruption, mais je vous laisse en tout cas dans de très bonnes mains. voilà, on Un va plaisir. poser quelques questions à Sébastien. Merci Olivier, à bientôt. Au revoir. Alors Sébastien, du coup, je me permets de te poser des questions sur notamment les personnes qui sont en situation d'apatridie venant de l'ex-Yougoslavie. On a deux questions à ce propos et on en avait une qui avait été posée en amont. Une personne qui dit que l'OFPRA rejette les demandes d'apatridie des Roms issus de l'ex-Yougoslavie, mais ces pays ne le reconnaissent plus et refusent de leur délivrer des papiers d'identité, d'où la difficulté. N'est-ce pas une discrimination ethnique de la part de pays dits sûrs? Alors, c'est les chiffres que j'ai donnés, hein, c'est les chiffres du rapport OFPRA 2023. Voilà, donc ça concerne pas forcément que les Roms, hein. Toujours, on est sur ces questions qui sont liées à la nationalité. Donc, c'est des personnes qui se revendiquent comme ayant eu la nationalité yougoslave avant la disparition de ce pays. Donc, parmi elles, il y a peut-être des Roms, il y a peut-être d'autres communautés, etc. Euh,
voilà, s'il y a un rejet de la demande d'apatridie, c'est qu'effectivement l'OFPRA ne considère pas que la personne est sans nationalité, ou en tout cas qu'elle ne peut pas prétendre à une nationalité d'un État dans lesquels elle aurait pu vivre ou dont pourrait être originaire. Donc effectivement, il peut y avoir une différence d'appréciation. Et après, c'est à regarder en fonction des législations nationales de chacun des États, de dire, bah, en fait, une personne, effectivement, où l'État peut avoir une appréciation sur la nationalité, et l'OFPRA peut considérer que bah, lui, en fait, cette personne-là pourrait prétendre à la nationalité de cet État-là, et donc ne peut pas être considéré comme apatride. D'accord. Donc, du coup, pour toutes ces personnes qui sont en situation, en tout cas, d'apatridie sans régularisation et qui empêchent les travailleurs sociaux de les accompagner et notamment d'entamer des démarches administratives, que faire dans ces cas-là? J'ai pas de solution à apporter effectivement parce que comme ça de façon très générale, après c'est juste un constat, hein, c'est-à-dire de dire bah effectivement est-ce que voilà est-ce qu'il y a des personnes roms qui en fait pourraient prétendre à la nationalité roumaine, bulgare, etc. légalement dans ces pays-là et quelles sont les contraintes dans ces pays-là pour se voir reconnaître ces nationalités-là. Et effectivement, de l'autre côté, bah, l'appréciation de l'OFPRA, qui est la seule autorité en France qui se prononce sur la patridie, euh, et, euh, et qui est de dire, bah, effectivement, ces personnes-là sont pas apatrides, donc elles peuvent avoir une nationalité. Euh, Très bien. Alors, il y a une personne qui nous avait posé une question sur le permis de travail, à savoir si le permis de travail est toujours d'actualité et s'ils sont tenus d'effectuer certains métiers ou d'autres pour les Roms. Alors là, effectivement, il y a pareil, il y a pas de législation en fait. Les personnes roms enfin, sont considérées soit comme des personnes françaises, hein, soit ce sont des nationaux, soit ce sont des personnes étrangères. Et après, en tant que personnes étrangères, on pourra faire une distinction entre ceux qui proviennent d'un pays de l'Union européenne et ceux qui proviennent d'autres pays, un petit peu entre guillemets. Mais je veux dire, l'accès au droit au travail pour une personne étrangère, qu'elle soit Rome ou pas, c'est effectivement la même législation qui s'applique. Donc oui, il y a un besoin d'un titre de séjour quand on est une personne, je sais pas moi, originaire d'Albanie ou du Kosovo, il y a besoin d'un titre de séjour. Il y a effectivement une liste de métiers en tension. Il y a des conditions d'opposabilité de l'emploi par rapport aux ressortissants communautaires. Donc il n'y a pas de je veux dire, il n'y a pas de spécificité aujourd'hui ethnique hein, par rapport à la législation, ce serait complètement illégal. Donc c'est le droit commun qui s'applique et ça va dépendre de la nationalité et du pays d'origine de la personne. Donc un Rom de Bulgarie sera pas traité de la même manière qu'un Rom d'Albanie et qui sera pas traité de la même manière que un Rom qui a obtenu la nationalité française, etc. Mm. Ok. Merci. Alors, je pense que tu y as déjà partiellement répondu. Je ne sais pas si tu peux avoir la réponse, mais c'était encore sur les Roms de l'ex-Yougoslavie. Est-ce que tu sais comment elles ont pu être recensées et quelles sont demandes de refus, le nombre, pardon, de demandes de refus de la part de tous ces Roms ou en tout cas personnes de l'ex-Yougoslavie qui seraient en situation d'apatridie. Est-ce que tu as une idée du nombre? Alors, oui, comme je disais, hein, les chiffres que j'ai donnés, hein, ils datent, enfin, ils sont tirés des rapports de l'OFPRA. Donc, moi, je vous ai pris comme exemple l'année 2023. Mais l'OFPRA a un rapport annuel, donc on peut voir hein, pour chaque nationalité, que ce soit pour la demande d'asile, pour les protections obtenues, et également pour la patridie, voilà, quels sont les nombres de demandes qui sont transmises chaque année, quelles sont celles qui sont acceptées, rejetées, etc. Donc ça, c'est des informations qui sont publiques et auxquelles tout le monde peut avoir accès. On va peut-être te poser une dernière question.
Alors, c'est une personne qui voudrait avoir un éclairage sur à la fois l'asile et les personnes qui arrivent d'Albanie, du Kosovo et de Serbie, à savoir ces personnes qui arrivent donc de ces trois pays-là, est-ce qu'elles relèvent de l'asile ou pas? Tu parlais tout à l'heure des pays sûrs, des pays de l'Union européenne, on n'a pas parlé de l'espace Schengen, mais voilà. Du coup, peut-être un peu reprendre un éclairage sur est-ce qu'elles Ouais. sont éligibles à l'asile ou pas? Est-ce que c'est possible ou pas? Oui, donc quand on est originaire d'Albanie, du Kosovo ou de Serbie, c'est pas parce on provient d'un pays d'origine sûr hein, que effectivement on n'est pas éligible à l'asile. Par définition, la qualification de pays d'origine sûr entre dans le cadre dans le cadre du champ de la demande d'asile. Il y a des différences qui sont plutôt d'ordre procédural et en termes de conditions d'accueil, on va dire, voilà, sur le territoire français, hein, notamment à partir du recours devant la Cour nationale du droit d'asile, puisque au niveau de l'OFPRA, il n'y a pas tellement de différence. Il devrait y avoir une très différence en termes de délai de procédure, puisque pays d'origine sûr dit procédure accélérée. En réalité, dans les faits, le traitement des demandes en procédure accélérée est à peine légèrement supérieur à celui des procédures normales. Donc oui, on peut prétendre à la demande d'asile et après, bah, les motifs, c'est ceux que j'ai invoqués. C'est-à-dire que soit il y a la question de la persécution en tant que personne rome, donc c'est le motif ethnique, ça relève du statut de réfugié. Donc ça serait la protection la plus, on va dire, la plus évidente et c'est la plus importante. Hein, puisque le statut de réfugié, c'est 10 ans et le statut est valable à vie. Euh, Après, voilà, peut y avoir d'autres formes de violence, bah, comme l'indiquait Olivier. Il y a toutes les questions de de traite des êtres humains. Donc, alors, on se positionnera pas par rapport à de la traite en France, mais il peut y avoir de la traite dans le pays d'origine. Et puis, ce qu'on retrouve aussi, mais de façon un peu plus large sur un très grand nombre de populations et de nationalités, bah, ce sont toute la question des violences intrafamiliales, de la question, euh, les questions de toutes les violences liées au genre, etc. Voilà, qui peuvent bah, soit relever, on va dire, relèvent généralement plutôt de la protection subsidiaire, hein, les traitements inhumains et dégradants, la torture, si on va jusque-là, mais qui peuvent aussi, dans certaines situations, par la jurisprudence, relever du statut de réfugié lorsque on a la reconnaissance d'un groupe social. Voilà, on basculera dans ce cas-là dans le statut de réfugié. D'accord, très bien. Je te pose une dernière question qui nous avait été posée en amont sur la protection des DOM. On l'avait un peu évoqué ensemble avant, notamment quelle protection ils peuvent avoir lorsqu'ils arrivent en France. Alors, est-ce qu'ils ont la même forme de protection que les Syriens et peut-être rappeler du coup quelle protection ils ont? Et puis, voilà, ou est-ce qu'ils ont une autre forme de protection précédemment, notamment parce que, enfin, pour une discrimination ethnique dans leur pays d'origine? Oui, alors sur les DOM, effectivement, ce qui a pu être retrouvé, c'est que voilà, comme je vous avais dit, là, c'était la CNDA en 2022 qui l'évoquait dans son rapport annuel. On va plutôt vers le statut de réfugié parce qu'il y a une persécution ethnique, donc qui est pas différente en soi d'autres persécutions ethniques. Hein. Voilà, la Cour le rapprochait des Kurdes. Euh, donc, euh, donc oui, il y a de spécificité. On est une ethnie minoritaire et du coup, ben, comme le disait Olivier, voilà, ils ont très rapidement compris qu'ils seraient protégés par personne, quel que soit le vainqueur du conflit. Et donc, ben, on fuit parce que on a pu être persécuté avant la guerre, on peut être persécuté pendant la guerre, etc. Après, bien évidemment, si le statut de réfugié n'est pas reconnu, c'est-à-dire que ben, on considère que les persécutions ben, ne sont pas liées, enfin, l'OFPRA, hein, les institutions de l'asile considèrent que ben, le critère, c'est pas tant l'origine ethnique euh, qu'autre chose, et donc ben, l'OFPRA une fois qu'il aura écarté le statut de réfugié, va examiner l'éligibilité à la protection subsidiaire et puis là, ben, on pourra retomber soit sur du traitement inhumain et dégradant parce qu'il y a quand même eu des sévices, il y a quand même eu des violences d'une gravité importante, soit on va après
par, par déduction, par déclinaison, arriver à la protection qui peut être celle dans le cas de la Syrie, enfin qui était celle dans le cas de la Syrie, d'un conflit armé généralisé où il y a une violence aveugle qui ne permet pas de distinguer, ne permet pas de protéger les civils, hein, les civils ne sont pas protégés, et donc on sera dans ce cadre-là un peu plus entre guillemets automatique de la protection subsidiaire, puisque à partir du moment où les institutions de l'asile ont identifié un territoire, une région sur lequel il y a une violence aveugle d'une intensité exceptionnelle, toutes les personnes présentes sur ce territoire sont considérées comme en danger, donc peuvent bénéficier automatiquement de la protection, quel que soit leur âge, leur origine ethnique, etc. Oui, très bien. Merci beaucoup, Sébastien Char, pour tout ton éclairage. On va se quitter et mettre un terme du coup à la conférence. Je vous rappelle que du coup la conférence est enregistrée, qu'elle sera disponible dans quelques jours sur la page YouTube de Forum Réfugiés pour celles et ceux qui n'ont pas pu la suivre ou qui voudraient la partager. J'en profite aussi pour vous annoncer la prochaine conférence partage qui aura lieu le jeudi 12 juin et qui portera sur la Syrie. Voilà, et n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de Forum Réfugiés pour être informé des prochaines conférences et autres. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis et à bientôt.